Salut à tous! Quand on a enfin décidé de lancer le Pourquoi c'est culte sur les films les plus mythiques de l'histoire du cinéma, et ben bizarrement j'ai pas hésité une seconde, je savais quel film j'allais choisir en premier. Non pas que ça soit le meilleur film de tous les temps, loin de là, mais il se trouve que c'est mon préféré. C'est mon préféré et en plus on célèbre ces jours-ci son anniversaire et il fallait fêter ça en grande pompe. Dans quelques jours, Piège de cristal, le premier opus de la saga mythique Die Hard, fêtera ses 30 ans. Il est sorti en France le 22 septembre 1988 et il n'a pas pris une ride. C'est simple, c'est toujours le même condensé d'action et d'humour indémodable. Il a aussi révélé un grand monstre d'Hollywood, un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, ce bon vieux Bruce Willis. Ce film, c'est le souvenir d'une époque, c'est ma Madeleine, c'est mon film de Noël bien avant Le Père Noël est une ordure. Non, c'est Cloug. C'est, je pense, le film que j'ai vu le plus de fois sur Terre. J'ai rêvé de réaliser mes exploits au Nakatomi Plaza. Le premier, Pourquoi c'est culte, cinéma, sera consacré pendant plus de 4h30 à Piège de cristal. Bon, 4h30, clairement, je me suis un petit peu emballé. Je vais essayer de faire plus court, mais je vous promets rien. Je vais me calmer, on va reprendre son souffle tranquillement, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi Piège de cristal et surtout la saga Die Hard dans son ensemble est incroyablement culte. Passons d'abord aux présentations. Piège de cristal, et c'est un film d'action américain qui a été réalisé par John McTiernan en 1988. Il est librement adapté d'un roman qui s'appelle Nothing Lasts Forever, écrit par Roderick Thorp, il s'appelle le monsieur. Au passage, les méchants, qui sont très méchants, ne sont pas des Américains, ce serait trop simple. Ce sont des Allemands. Des Allemands, les bons vieilles Allemands, époque RDA, vraiment baraque, des cheveux blonds comme ça. On pense surtout à ce bon vieux Karl. Est-ce que je suis parti en vrille? Est-ce que je suis surmené? Est-ce que j'ai des goûts de merde alors que ça fait des mois que je vous conseille des films et des séries? Est-ce que ça expliquerait pourquoi je suis fan de Fast and Furious? Le projet d'adaptation du roman de Nothing Lasts Forever date de 1985. La Fox et le producteur Joel Silver décident d'en faire une sorte de suite du film mythique Commando avec Arnold Schwarzenegger. Sauf que manque de peau, Arnold Schwarzenegger refuse de reprendre son rôle de John Matrix. Et juste, rien que pour le plaisir, je vous mets la bande-annonce de Commando avec... C'est l'époque des voix off mythiques. They hunted him down. They murdered his friends. And they took the only thing he would kill for. Le producteur Joel Silver décide alors de changer son fusil d'épaule. Il confie ce projet d'adaptation à un réalisateur qu'il connaît bien, qui s'appelle John McTiernan. John McTiernan qui avait cartonné l'année précédente, en 87, avec un film lui aussi culte, on pourrait en faire une vidéo, le film Predator. Avec, bizarrement, lui aussi Arnold Schwarzenegger, j'ai du mal à pas y voir une petite vengeance. D'ailleurs, un reboot, puisque c'est la mode aujourd'hui, un reboot de Predator va sortir dans quelques semaines. C'est une sorte de mélange de Jurassic Park, Alien, c'est un délire, et celui avec Schwarzenegger est vraiment mythique. But this time, it's picked the wrong man to hunt. À l'origine, le scénario du film était beaucoup plus sombre. C'était une histoire de terroriste, une histoire de terrorisme assez glauque. Il se trouve que John McTiernan a voulu en faire un film pour un plus large spectre de spectateurs et du coup il a un peu édulcoré les choses. C'est donc des vilains cambrioleurs allemands qui veulent juste de l'argent. Petite anecdote sur le tournage, la tour dans laquelle se déroule le film, donc ce qu'ils appellent la Nakatomi Plaza dans le film, n'a pas été compliqué à trouver puisque c'est la Fox Plaza. C'est la tour de la Fox qui était à l'époque en construction. Et donc ça a été tourné vraiment dans la tour, même les étages qu'on voit dans le film, où c'est des travaux, etc., c'est les vrais étages de la Fox Plaza, puisqu'elle était en travaux à l'époque. Au-delà du livre duquel le film est adapté, je voulais citer juste une influence, parce que je pense qu'elle a pesé dans la balance et qu'elle était en tête de John McTiernan. C'est le film La Tour Infernale, le film mythique avec Paul Newman et surtout Steve McQueen. Une histoire de tour en flammes, là ils se battent pas contre des cambrioleurs mais contre les flammes, mais il y a cette idée de seul contre tous dans une tour. Et j'ai du mal à ne pas voir la filiation entre Steve McQueen et Bruce Willis, ce mélange d'action et d'humour dont on parlera tout à l'heure. Et si on veut vraiment boucler la boucle, mais avec un film atroce, c'est le film Skyscraper avec The Rock. The Rock qui lui aussi a envie de se placer dans cette lignée, donc ça fait Steve McQueen, Bruce Willis, The Rock. Il y a des gens qui disent que c'était mieux avant. Alors une fois le réal installé, avec un projet clair en tête, il fallait trouver le casting. Et c'est un casting super important parce que le premier rôle de Piège de cristal, vraiment, il porte toute la baraque. Alors par contrat, la Fox avait un deal, tenez-vous bien, avec Frank Sinatra. Fly me to the moon. Frank Sinatra qui avait joué dans une autre adaptation de Roderick Thorp,
Il se trouve qu'il était trop vieux, et puis imaginez juste le délire, Piège de cristal starring Frank Sinatra, il y a un truc qui va pas. John McTiernan a donc été obligé de changer ses plans, de partir sur d'autres noms, il a fait les classiques, hein. Donc Schwarzy avait dit non, il a demandé à Stallone, il a demandé un peu à toutes les stars de l'époque, il a notamment demandé, ah bah ça c'est un autre délire, mais je le déteste, hein, c'est pas de ma faute. Piège de cristal starring Richard Gere, on n'est pas tout à fait dans une comédie romantique, il est pas tout à fait musclé, il est un peu trop beau pour le rôle, il fallait que ce soit Bruce Willis. Il a même demandé aux stars de la télé de l'époque, Don Johnson de Deux flics à Miami, Richard Dean Anderson, le mec de MacGyver. Enfin, il a demandé à tout le monde. Il a demandé à tout le monde et à la fin, c'est un peu comme quand tu fais un foot à la cour de récré et qu'il y a un chou-fleur. Et en fait, il y a toujours un petit gros et il est choisi à la fin. Et ben là, c'était Bruce Willis. Il a eu une idée. John McTiernan, il s'est dit, ok, je vais prendre Bruce Willis. Alors pour vous faire un point, la carrière de Bruce Willis à l'époque, il est la star d'une mini-série, d'une série qui passe à la télé tous les jours, qui cartonne, etc. Mais c'est une série comique. C'est Clair de Lune, ça s'appelle. Et c'est vraiment la star du show, il fait que des vannes, c'est le gros pâteau, etc. Et là, John McTiernan se dit, ouais, ça va trop bien fitter avec mon film. Autant vous dire que les producteurs ont complètement paniqué. Ils ont dit, mais mec, t'es en train de délirer là, tu nous prends Bruce Willis, le gars est gros, le gars il fait que des rôles comiques et il va devoir survivre dans une tour contre des vilains allemands. Il se trouve que John McTiernan a eu une idée de génie. Surtout que Bruce Willis, mesurant sa chance, prend le truc très à cœur. Il part à la muscu, il se donne à 1000%. Il se donne à fond dans ce premier rôle au cinéma et c'est un premier rôle qui va en fait le faire éclater aux yeux d'Hollywood et qui fera le monstre sacré qu'il est aujourd'hui. En fait, Bruce Willis dans Die Hard, c'est un peu comme cet acteur qui a joué très longtemps dans une série et en fait on n'arrive pas à passer au-delà. Pour moi, Bruce Willis, ça restera à vie John McClane dans Die Hard. Yippee-ki-yay, motherfucker. Alors Bruce Willis, je l'ai dit, il mesure sa chance, il se donne à fond, mais ça ne reste pas moins une diva. Et une diva, elle a des exigences énormes. Le mec, il débarque, premier rôle au cinéma, il veut un cachet de 5 millions de dollars. Un pari incroyablement risqué, je pense que les producteurs ont dû tirer une gueule de 100 pieds de long, mais le fait est qu'avec des recettes de presque 90 millions de dollars, c'est un pari gagnant. Pour qu'un film d'action soit réussi à 100%, soit incroyable, il faut un héros. On a John McClane, Bruce Willis, parfait. Mais il faut un méchant aussi, un méchant qui soit très méchant, qui soit très diabolique, très machiavélique. Et là, pareil, casting, idée de génie. C'est vraiment un film de débutant. C'est marrant de se dire ça, mais le super vilain, le super méchant, lui aussi, c'est son premier grand rôle au cinéma. Alors on fait pas le rapprochement tout de suite quand on voit son visage, parce qu'il est beaucoup plus jeune, parce qu'on n'arrive pas à faire le lien, mais il se trouve que c'est Alan Rickman. Et Alan Rickman, c'est rien d'autre que le professeur Rogue dans toute la saga Harry Potter. Mr. Potter. Dans son premier grand rôle au cinéma, il incarne à merveille le stratège, le chef des cambrioleurs, le mec prêt à tout pour obtenir son argent. Alors si d'un côté on a Bruce Willis, la diva, de l'autre côté on a plutôt Alan Rickman, le boulet. Parce qu'il y a énormément d'anecdotes de tournage d'Alan Rickman qui nous expliquent qu'en fait le mec n'était pas du tout fait pour tourner des films d'action. Notamment toutes les scènes où il y avait un pistolet, il était hyper effrayé par les armes à feu, etc. John McTiernan a dû couper tous les gros plans, les scènes où il tient un pistolet, où il tire, parce qu'il sursaute. Ce qui résume parfaitement le côté boulet d'Alan Rickman, donc le grand méchant de ce film, qui s'appelle Hans Gruber, tartine de clichés, c'est la scène de fin, qui est la classique. Vous savez, Bruce Willis retient Hans Gruber, qui est suspendu dans le vide à la tour. En fait, la scène, elle a été tournée de telle manière que Alan Rickman avait, je sais pas, une chute de 5 ou 6 mètres à faire. Bruce Willis devait le lâcher à 3. John McTiernan a eu cette idée d'en fait le lâcher à 2. C'est vraiment une des plus belles expressions de mort au cinéma. Prends ça, Marion Cotillard. Dernière anecdote concernant Alan Rickman, parce que je vous ai dit, il y en a une ribambelle. Ouais, le terme ribambelle est encore utilisé aujourd'hui. Alan Rickman et ses compères, qui sont censés être des cambrioleurs allemands, quand ils parlent allemand entre eux, eh ben c'est bourré de fautes. En fait, John McTiernan, il s'est pas embarrassé. Il voulait juste des méchants allemands qui parlent allemand bien, de manière bien virile, et ça lui suffisait. La grammaire, on s'en fout. Juste 2 phrases pour en finir avec le casting du film. Je voudrais citer le personnage secondaire du sergent Powell, qui est mythique parce que c'est le flic cliché, le gros keuf assis dans sa voiture à bouffer des donuts, le mec pas du tout fait pour le terrain et qui au fur et à mesure du film va devoir développer une sensibilité pour l'action. Et d'ailleurs, Bruce Willis fait appel à lui d'une manière assez peu conventionnelle. Et puis un autre type, alors lui il a un rôle minuscule, minime, c'est Argyle, le chauffeur de limo, une sorte de pimp qui est tout content de rouler dans une énorme voiture. Lui passe son film au parking à attendre Bruce Willis jusqu'à ce qu'il découvre en fait ce qui est vraiment en train de se passer dans cette tour. Maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais vous expliquer, parce qu'on est là pour ça, pourquoi ce film est complètement culte et durera pendant des années. Je pense qu'on pourrait l'envoyer sur la planète Mars pour que les aliens voient ce que c'est du cinéma.
On juge souvent un film culte à l'aune de l'influence qu'il a eue sur les générations cinématographiques futures. Il se trouve qu'avec Piège de cristal, on tombe en plein dans le mille. Piège de cristal, ok. D'un point de vue des puristes, ce n'est pas un des meilleurs films de tous les temps, mais il a eu un impact très fort sur tout le cinéma d'action américain et le cinéma d'action mondial en général. Piège de cristal est pour moi le premier blockbuster moderne de film d'action. Il trace les contours, il nous donne une recette simple et indémodable de ce qui fait un bon film d'action efficace et qui peut perdurer dans le temps. Alors attention, je me suis peut-être un peu emballé, il donne la recette d'un certain type de film d'action. Parce que ce qui est bien avec les films d'action, c'est qu'il y a énormément de codes et énormément de genres différents. On a le buddy movie, etc. On n'est pas là-dedans. Là, la recette, elle est simple, c'est un homme, seul contre tous, en huis clos. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que ces enfants, ces rejetons, il y en a des milliers. Seul contre tous, c'est une recette qui peut se mettre dans tous les contextes. On a Seul contre tous dans un aéroport, c'est la suite de Die Hard, c'est 58 minutes pour vivre. On a Seul contre tous dans un bus, c'est le film Speed. On a Seul contre tous dans un avion, c'est Air Force One. Seul contre tous dans un bateau, Piège en haute mer. Seul contre tous à la montagne, Cliffhanger avec Stallone. Seul contre tous à Alcatraz, c'est The Rock avec Nicolas Cage. Et c'est Piège de cristal qui, pour la première fois, a posé les bases de ce genre de film d'action. Autre critère, Piège de cristal avec Bruce Willis a défini une sorte de cocktail parfait entre scène d'action et humour. John McTiernan a eu cette intelligence d'offrir des respirations à son téléspectateur. T'as des scènes d'action, ça part dans tous les sens, c'est hyper bourrin, etc. Et la scène d'après, t'as une sorte de respiration avec soit une punchline de Bruce Willis, soit une situation cocasse. Et là aussi, John McTiernan et son film Piège de cristal ont fait énormément d'enfants. Pour moi, Michael Bay est un direct héritier de ça. Pareil pour la saga Fast and Furious. Oui, j'essaie de caler Fast and Furious dans toutes mes vidéos, je vais essayer d'en parler. Mais Fast and Furious, c'est exactement ça. C'est grotesque, c'est hyper bourrin, mais c'est aussi de l'humour. Oh shit! We're gonna need a bigger truck! Autre gros argument qui fait de Piège de cristal un film culte, c'est bien évidemment l'éclosion de Bruce Willis. Quand un film fait éclore un monstre d'Hollywood, forcément son statut change. Bruce Willis, je l'ai déjà dit à l'époque, donc il joue dans Clair de Lune, une série comique à la télé, il a pas de carrière au cinéma. Et il débarque et il crève l'écran. Il interprète un personnage physique, d'accord, il a poussé pour faire le film, mais c'est surtout un râleur, un paumé, un mec qui s'en prend plein la gueule, mais qui le vit avec une certaine ironie, et c'est ça qui au final est jouissif. Ce qui le rend si attachant au final, c'est de toujours être le mec qui est au mauvais endroit, au mauvais moment. Il se plaint sans arrêt d'être en fait le seul qui puisse arrêter ce bordel. C'est toujours le grain de sable qui va tout faire dérailler. Autre argument qui peut paraître futile, mais qui ne l'est absolument pas pour moi, et ça me permettra de pousser un coup de gueule, Piège de cristal et les années 80, 90 en général, c'est la grande époque du doublage français. Et c'est quelque chose qu'on a perdu, alors regardons ça, apprenons ça et essayons de faire des efforts. M'aider, quelqu'un me reçoit sur la fréquence 9 ? Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Depuis une bonne dizaine d'années, il est tout simplement devenu impossible de mater un film en VF tellement c'est fait de manière dégueulasse. C'est juste un scandale. Je comprends pas comment les mecs peuvent gérer des doublages aussi nuls. Excusez-moi, il a fallu le temps de venir, j'arrive de l'espace. Il y a même une époque où le doublage français était tellement bon qu'il arrivait à magnifier le jeu des acteurs. Certains acteurs ont eu, je pense, une notoriété plus importante en France à cause de leur voix mythique, leur VF. Patrick Poivet, c'est juste la voix de Bruce Willis dans Piège de cristal donc, mais rien qu'à entendre sa voix, on a un smile comme ça et on est heureux. Debout les gars ! La voix d'Harrison Ford, la voix de Nick Nolte, plein de voix emblématiques qui en fait te magnifient ton personnage et fait que ça reste dans les mémoires. Rien ne me choque, moi. Je suis un scientifique. Et aujourd'hui, c'est juste dégueulasse, c'est de la merde, voilà, c'est dit. Et puis je termine par un argument qui m'amuse beaucoup, c'est le côté film culte a posteriori. À sa sortie, Die Hard a été jugé comme un film d'action banal. Voilà, il n'a pas eu des critiques exaltées, etc. Et au fur et à mesure des années, son niveau a commencé à être réévalué, surtout par la presse française, qui a fait de John McTiernan le cinéaste qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le grand cinéaste du film d'action. On ne peut pas terminer cette vidéo sans évoquer la saga Die Hard dans son ensemble. Bon, on va faire quand même un petit distinguo entre la première trilogie, qui s'étale dans les années 90, et les films suivants que j'évoquerai même pas parce que je les ai oubliés, je les ai effacés de ma mémoire tout simplement. Surfant sur le succès de Piège de cristal en 88, les producteurs décident de faire une suite aux aventures de John McClane en 1990 avec le film 58 minutes pour vivre. Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est Seul contre tous, la même histoire mais dans un aéroport. Pas de John McTiernan à la réal et ça se sent.
Alors c'est un bon film d'action, porté largement par Bruce Willis, qui est exceptionnel. Tu sens qu'il rame un peu, mais qui tient le film sur ses épaules. La réal et le scénar sont un peu plus légers. De la trilogie originale, c'est le moins bon. Petite anecdote quand même, ça a longtemps été le film qui a recensé le plus de morts en un film. Il y en a tout simplement 162. Donc John McClane, il bute 162 mecs en un film, et ça pose pas de problème. Vient maintenant le moment de parler du troisième opus de la saga Die Hard, et là ça se complique, parce qu'il y a un énorme débat. Les fans de la saga s'écharpent depuis des années pour savoir lequel du premier ou du troisième film est le meilleur de la saga Die Hard, et c'est vrai, il y a match. Une journée en enfer, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, mériterait presque, moi j'ai demandé, on m'a refusé, je vais pas vous mentir, un pourquoi c'est culte à lui tout seul. C'est un film génial. C'est John McTiernan qui est de retour aux manettes, alléluia, et il décide de se faire violence et de tout chambouler. Il met John McClane dans un buddy movie, avec à ses côtés Samuel L. Jackson, donc le duo parfait. Il le met en plein New York, c'est un film très lumineux, contrairement au huis clos assez sombre de Piège de cristal. Et là où le génie de John McTiernan opère, c'est que il change complètement le rôle de John McClane dans le film. Il n'est plus le grain de sable qui fait exploser le rouage, il est devenu la cible. C'est hyper amusant en fait de faire un comparatif entre les deux films parce que tu vois qu'ils sont construits en miroir. C'est particulièrement évocateur par exemple dans les scènes d'introduction des deux films. Tu prends Piège de cristal, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Focus sur le personnage principal, focus sur les personnages secondaires, tu découvres les lieux de l'action. Dans Une journée en enfer, il retourne complètement ça, c'est-à-dire que tu commences in situ avec une explosion. Il y a énormément d'action et tu mets bien 15-20 minutes avant de savoir que tu retrouves John McClane, qu'il y a Zeus qui va débarquer. Là encore, John McTiernan porte une attention particulière aux méchants. Et il a une idée de génie. Oui, John McTiernan est un génie. Le méchant s'appelle Simon Gruber. Vous voyez une ressemblance. Hans Gruber dans le 1, Simon Gruber dans les 3. Il se trouve que c'est le frère du défunt, comme on dit, et qu'il a envie de se venger. C'est pour ça que Bruce Willis est la cible, c'est que Simon Gruber va monter tout un plan pour se venger de John McClane et en même temps réussir son coup, puisque ça reste une famille de cambrioleurs, les Gruber. C'est ça qui est particulièrement jouissif, c'est qu'au-delà du coup qu'il est en train de monter, de cette espèce de pillage de banque, comme on peut l'appeler, il y a tout un jeu de devinettes qui s'installe entre Simon Gruber, joué par Jeremy Irons, autre acteur mythique. Il met la pression avec des petits coups de fil et des devinettes à John McClane en lui disant « Réponds à ça ou je fais exploser une autre bombe ». C'est juste irrespirable et jouissif. Et si vous me demandez aujourd'hui si je préfère Piège de cristal ou Une journée en enfer, je serais bien incapable de vous répondre parce que justement, c'est deux films qui n'ont rien à voir et qui pourtant, chacun à leur manière, sont géniaux. Juste, je vous offre en cadeau, parce que je l'ai découvert en préparant cette vidéo. En fait, ils ont tourné une fin qu'ils étaient prêts à sortir dans le film normal. Au dernier moment, ils ont changé d'avis parce que ça donnait une vision trop sadique et trop cruelle de John McClane, donc de Bruce Willis. Je vous la mets là, c'est juste énorme. Here comes the bonus round. Good guy and a bad guy are sitting in a bar. The bad guy brings a bottle of brandy. The good guy brings a bomb. The only problem is the bad guy neglects to bring something that could have saved his life. What does he forget? What does he forget, Simon? What does he forget, Simon? The antidote to the brandy. Oh, I'm sorry, that is the wrong fucking answer. Game over. Push the trigger. Press the trigger, Simon. Make up your mind and press the trigger, Simon. You sure? Oh, yes. Alors il n'y aura pas de fin alternative pour cette vidéo, malheureusement. J'ai déjà fait un énorme effort pour pas que ça dure 4h30 comme promis. Là on est bien, je pense que j'ai réussi à synthétiser mes idées assez efficacement. J'espère que vous êtes convaincus que Piège de cristal est un film culte. Pour tous les arguments que je vous ai énoncés, ceux qui ne l'ont pas vu, s'il vous plaît, faites-moi ce plaisir. Je suis étonné à quel point un film de 88 n'a pas pris une ride. Dans les mimiques, dans la gestuelle, dans les répliques, dans le scénario et l'organisation de l'action, ça pourrait être un film qui sort aujourd'hui et c'est ça au final qui fait de Piège de cristal un film incroyablement culte. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, on a décidé là aussi de faire un classement. Donc que je vais faire, que Nora va démonter, que je vais repasser par là et je vais tout casser. Et surtout que là, un classement des films, ça va être complètement subjectif, ça va être un vrai délire. Mais c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est pour créer du débat. N'hésitez pas à nous dire en commentaire à chaque fois si vous jugez que la place de tel ou tel film n'est pas méritée. Et comme je commence, j'ai de la chance, puisque Piège de cristal est premier. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt avec plein de projets, plein de surprises. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous, envoyez-nous des commentaires, envoyez-nous des cœurs, on vous aime. Ciao.